Zoom n'est pas coopératif. Arrive tout de suite. Hmm. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Je me prénomme Clara. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons évoquer la problématique suivante. Les jeunes doivent-ils s'engager en politique? Et pour répondre à cette problématique, j'ai l'honneur de recevoir des invités et on va commencer par Joanne Godou. Bonsoir, Joanne Godou. Bonsoir Clara. J'ai aussi comme invité Linda Mendo. Bonsoir, Linda. Bonsoir. J'ai monsieur Max Orville. Bonsoir. Max Bonsoir Clara, bonsoir à tous les contradicteurs de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je retrouve à nouveau Valentin Narbonnet. Bonsoir. De nouveau. Merci. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je vais commencer par la fameuse question. Qui êtes-vous, Joanne Godou? C'est Joanne Godou, j'ai 33 ans. Je suis fonctionnaire d'État pour le ministère de la Justice. Et depuis 2006, j'ai commencé mon engagement politique. J'ai été responsable des jeunes de l'UMP de 2010 à 2014. Et de 2014 à 2020, j'ai été conseiller municipal du Lamentin, en Martinique, une ville de 40 000 habitants. D'accord, merci. Et vous, Linda Mendo, qui êtes-vous? Alors, moi, c'est Linda Mendo, j'ai 27 ans. Je suis étudiante en droit, salariée. Et pareil, je fais un petit peu mon entrée sur la scène politique. Moi, j'ai commencé en association. Je suis à Reims. Je ne sais pas si vous connaissez, en Champagne-Ardenne. Oui. Dans le cadre d'une association, le Parlement des étudiants de Reims. Et donc, c'est avec cette implication que j'ai eu envie de m'engager plus concrètement. Et donc, depuis janvier 2020, j'ai été élue membre du Conseil régional des jeunes du Grand Est. Donc, j'espère que je vais continuer dans cette dynamique-là, on va dire. Je fais mes petits pas sur la scène politique timidement. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Max Orville, qui êtes-vous? Alors, il est certain que par rapport aux deux précédentes interventions, je suis jeune par l'état d'esprit. Je suis âgé de 58 ans, je suis directeur d'école, donc en confrontation directe avec les enfants, les jeunes. Et je suis président du mouvement démocrate à la Martinique. J'ai été conseiller municipal sur la ville de Schœlcher jusqu'aux dernières élections et présent sur la liste des eurodéputés en 24e position de la majorité présidentielle. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Valentin. Suppléant. Pardon, je n'ai pas entendu. Et on peut même dire député européen suppléant. Oui, c'est-à-dire que le prochain, s'il y a une vacance, je serai eurodéputé. Nous prenons note. Et vous, Valentin Narbonnet, pardon, qui êtes-vous? Valentin Narbonnet, martiniquais, foyalais, originaire de Trenel, 27 ans, en mobilité à Colombes, une ville de 90 000 habitants, où j'ai la joie d'exercer les responsabilités de maire adjoint depuis le mois de juin dernier. D'accord, merci. On va commencer ce débat. Première question, que représente la politique pour vous, Linda Mendo? Alors, la politique, pour moi, représente vraiment un moyen d'expression, on va dire, d'expression plus cadrée de ce qu'on aspire, de ce qu'on voudrait, en tout cas, que la société puisse faire, en quelque sorte, pour sa population. Donc, voilà en quelques mots ce que je pourrais dire sur la question. Et pour vous, Joanne Godou, que représente pour vous
la politique? Pour moi, la politique, c'est une passion. Moi, j'ai toujours plaisir à échanger avec tout un chacun des sujets d'actualité, voir ce que pense la population, ce que la population souhaite, et voir avec les moyens que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que je peux faire pour elle. Donc, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis petit. Donc, je continue comme je peux, là où je suis, avec les moyens que j'ai à ma disposition. D'accord. Et vous, Valentine Arbonnet, Pour que moi, la, représente pour vous la politique? pour moi, la politique, c'est un engagement. Ce Un sont des engagement? idées, un corpus d'idées qu'on met constamment en ébullition, savoir le souci de la personne humaine, son épanouissement, son émancipation. Voilà, c'est ce que ça représente pour moi, surtout un engagement. D'accord. C'est aussi le cas pour vous, Max Orville? La politique, c'est trois choses. C'est bien évidemment, en premier lieu, je crois que c'est une affaire de citoyenneté. Tout citoyen devrait s'intéresser à l'action politique. La politique, je rappelle, étymologiquement que c'est l'affaire de la cité, comment dirais-je, de régler ou de s'occuper des affaires de la cité. Comme dit Valentin Narbonnet, je partage, c'est ensuite un engagement. Et enfin, c'est un choix. Moi j'appartiens à une famille politique qui est le mouvement démocrate, humaniste, républicain. Voici en trois mots ce que représente pour moi la politique. D'accord. Linda Mendo, vos contradicteurs ont évoqué l'engagement. Est-ce que vous pensez que vous êtes engagé aujourd'hui? Oui, moi je peux déjà clairement dire que je suis engagée, parce que j'avoue que la question ne s'est pas posée très tôt, malheureusement pour moi. Mais au fil de, que ce soit mes engagements associatifs ou de mon nouveau mandat, je commence un petit peu à décrypter les codes de la politique. Et donc, oui, je prends position. Donc, oui, je m'engage. Vous êtes engagé dans un mouvement politique? Alors, oui, je rentre timidement à agir, si vous voulez. Oui, mais c'est des centristes. Vous êtes sûr de votre engagement? Je prends beaucoup de temps avant parce que c'est assez délicat, si vous voulez, la question du parti politique, personnellement. Jusque-là, on immigre un petit peu vers un parti politique par rapport à, on va dire en général, à la famille, pas forcément parce que nos idées. Et donc, de ma famille, j'étais, on va dire, quasi déjà partie sur un parti politique, alors que là, depuis mon engagement associatif, je me rends compte que mes convictions politiques ne s'orientent pas forcément vers là où j'ai grandi. Et donc, à partir de ce moment-là, je commence à m'engager vers les couleurs politiques qui ressemblent un petit peu plus à ma vision de la société, en quelque sorte. Plus la République en marche, c'est ça? Non, enfin, agir, c'est pas vraiment la République en marche, c'est un petit peu les républicains, mais les centristes des républicains. D'accord, donc plus les LR, c'est ça? C'est ça. Ah, d'accord. Et vous, Valentine Arbonnet, vous êtes engagée, vous avez évoqué l'engagement. Vous vous sentez engagée aujourd'hui? Oui, incontestablement, je me sens engagé depuis un certain nombre d'années déjà. D'abord par la voie associative. J'avais créé à l'époque avec des amis une jeune association. Puis plus tard, j'ai pris ma carte au mouvement des jeunes socialistes avant de rejoindre de façon un peu plus durable le parti socialiste. Quelle association, si ce n'est pas indiscret? Jeune Espoir. Ah, et vous avez toujours de l'espoir aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, hein. Mais vivre sans espoir, ce n'est pas viable. D'accord. Et vous, Joanne Godou, êtes-vous engagée aujourd'hui? Je suis toujours engagé. Alors, moins sur le plan politique parce que j'ai dû déménager. Maintenant, j'habite à Poitiers. Donc, le temps de découvrir la ville, voilà, de rencontrer un peu de monde, ça prend plus de temps. Vous étiez originaire d'où, si vous... De Martinique. Ah, de la Martinique, d'accord. Et vous avez quitté la Martinique pour... Des raisons professionnelles. D'accord. Pas de retour... Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. Et vous êtes engagé là où vous vous trouvez aujourd'hui? Ben oui, d'ailleurs, j'ai été candidat sur la liste Poitiers Autrement, conduite par Thierry Alquier en mars.
Alors, malheureusement, notre liste n'a fait que 9,85%, donc on n'a pas été qualifié au second tour. Mais pour une première candidature de ce candidat, il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Donc, on continue le travail et on verra bien par la suite ce que ça donnera. D'accord. C'est un parti plutôt extrême Alors, droite. alors C'est non, l'extrême droite? non, pas du tout. Je suis à droite. Ah, d'accord. La Martinique, j'ai pas changé de parti. C'était la liste des Républicains. Donc, Avec c'est les LR aussi. Voilà, LR. Et, il y avait le soutien de l'UDI aussi pour cette liste. Donc, du coup, on a fait liste commune sur la ville de Poitiers. D'accord. Et depuis quand vous faites de la politique? Alors, officiellement, depuis 2007. 2007. Et vous, Max Orville, êtes-vous engagé? Oui, comme je vous l'ai dit, l'engagement a d'abord été associatif il y a très longtemps, puisque je suis arrivé en Martinique en 92, mais mon parcours antérieur, je vivais à Créteil avec un maire que j'appréciais, socialiste, Laurent Catala, et nous avions créé l'une des premières associations antillaises de l'époque pour s'occuper, la CRAG, dirigée à l'époque par Georges Aurore, qui s'occupait de toute la communauté antillo-guyanaise de Créteil, ce qui représentait à peu près 10%. Ensuite, j'ai été muté à la Martinique. Je suis revenu donc en Martinique en 92. Et là, j'ai eu un engagement aussi associatif puisque j'ai exercé la présidence d'associations luttant contre les toxicomanies en Martinique. Et depuis 2007-2009 exactement à la Martinique, mais depuis 2007, j'ai rejoint le mouvement démocrate humaniste dirigé par François Bayrou à l'époque pour ses convictions, et notamment pour ses convictions non seulement humanistes, mais également pour la place qu'il a fait aux jeunes, et notamment aux jeunes issus, comme on dit dans l'Hexagone, de la diversité. Il a été l'un des premiers, je le rappelle, en 2010, à promouvoir en tête de liste de la région Île-de-France un Antillo-Guyanais, en la personne d'Alain Dolium, à l'époque, 42 ans, qu'aux dernières élections municipales, là, nous avons un jeune maire de Parly, qui s'appelle Cédric Pemba Marine, 37 ans, et donc qui est maire modem martiniquais. Nous avons donc d'autres élus et d'autres jeunes des Antilles que l'on retrouve dans différents conseils municipaux. Donc cet engagement en faveur de la diversité, cet engagement humaniste, eh bien, je l'ai chevillé au corps depuis, en Martinique, je dirais, depuis que nous avons créé le MODEM. D'accord, donc vous êtes plus du côté droit du MODEM, c'est ça? Non, on n'est pas à la droite du MODEM, on est centriste tout court. Ah, d'accord, ok. Tout à l'heure que Agir était franchement à droite. Nous sommes des centristes, le centre indépendant, le MODEM, et depuis 2017, nous sommes l'un des partis partenaires et composantes de la majorité présidentielle. D'accord, merci beaucoup. Valentine Arbonnet, est-ce que vous pensez que pour faire de la politique, il faut intégrer le milieu associatif? Parce que vous avez tous évoqué le milieu associatif, vous êtes passé par le milieu associatif. Pour qu'un jeune puisse faire de la politique, il doit être dans ce milieu, dans le milieu associatif? Il y a trois formes d'engagement: l'engagement politique, l'engagement syndical, l'engagement associatif, qui peuvent tous mener, enfin en tout cas les deux derniers peuvent mener directement vers l'engagement politique. Mais je ne pense pas que ce soit une finalité en soi. On peut très bien faire de la politique sans forcément passer par la case de l'engagement syndical et de l'engagement associatif. Mais je pense que derrière ça, la question que vous vouliez peut-être me poser, c'est: est-ce qu'il faut forcément intégrer un parti politique pour faire de la politique? Non, monsieur, ce n'était pas la question. La question, c'était vraiment, est-ce qu'il faut intégrer le milieu associatif? Non, mais c'est mieux. Alors, il est préférable d'avoir une connaissance lorsqu'on s'engage en politique, hein, et je pense que ce soit Linda, Max Orville ou bien Joanne Godou ne me contrediront pas. Pour avoir une meilleure connaissance du territoire qu'on aspire à représenter, il faut véritablement aussi être ancré au sein des associations, connaître le tissu associatif.
D'accord. Je vois que vous avez voulu voilà, me devancer. Il faut intégrer, est-ce qu'on est obligé d'intégrer un parti politique pour faire de la politique? Je vais vous poser la question à vous. C'est à moi que vous la posez la question? Oui, monsieur Narbonnet, oui. Faut-il non, absolument pas. Vous savez que, enfin, surtout au cours des dernières élections municipales, on a pu voir qu'il y a une émergence comment dirais-je, de listes dites citoyennes qui n'étaient pas soutenues par des partis politiques. C'est-à-dire que des citoyens qui ont compris enfin qu'ils avaient le droit, puisqu'ils jouissaient de leurs droits civils et politiques, de pouvoir porter un projet politique au cours des élections. Mais ceci ayant été dit, ça n'annule pas la nécessité des partis politiques. Je crois profondément que les partis politiques sont les structures démocratiques de base qui permettent aux citoyens de pouvoir se retrouver sur des sujets d'intérêt général, sur des sujets transversaux, là où les autres engagements les réunissent sur des engagements très, très précis. Donc, je crois profondément à la force des partis politiques, y compris ceux qui sont agonisants aujourd'hui. Et s'ils le sont, c'est parce qu'ils ont cessé à un moment donné dans leur histoire de fonctionner comme des partis politiques. Mais je crois profondément, j'ai l'intime conviction que les partis politiques sont nécessaires aujourd'hui à la vie démocratique du pays, mais ce n'est pas la seule forme d'engagement et ce n'est pas, comment dirais-je, il n'y a pas une nécessité absolue de se constituer en parti politique pour se présenter aux élections et pour faire de la politique. D'accord, Valentin Narbonnet. Donc, pour vous, on n'est pas obligé d'intégrer un parti politique, c'est ça? Absolument pas. D'accord. Même si c'est mieux, c'est mon parti pris. Même si c'est mieux. D'accord. Linda Mendo, est-ce que vous pensez que les jeunes ont leur place en politique? Oui, moi je pense que les jeunes ont leur place en politique et je pense même que c'est, on va dire, au regard de l'évolution de la société, c'est même très nécessaire parce que j'ai toujours trouvé qu'on essaye de mystifier en quelque sorte le langage politique qui peut être très codé. Et à partir du moment où on évolue dans une société avec toutes ces diversités, il faudrait qu'il y ait des jeunes justement pour pouvoir peut-être servir d'intermédiaire en ayant un langage plus accessible. Parce que au sein de, enfin, vu que j'ai commencé en associatif, je me suis rendu compte que c'est pas forcément la politique qui n'intéressait pas les jeunes. C'est parce que voilà, on a cette idée de la politique qui, quand on en parle, c'est des mots, il faut aller fouiller dans le dictionnaire en quelque sorte pour comprendre ce dont on parle. Alors que dans le cadre de l'association dans laquelle j'ai intégré au début le Parlement des étudiants, on a eu des étudiants qui me disaient oui, mais finalement c'est très intéressant parce que voilà, on était entre nous les jeunes et qu'on abordait les questions justement qui touchaient les jeunes beaucoup plus terre à terre, on va dire. Donc oui, je pense que les jeunes devraient vraiment plus s'impliquer en politique pour rendre le débat politique plus accessible en fait, grâce à la diversité en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que vous avez votre place en politique? Oui, je pense que j'ai ma place en politique. Vous avez hésité? Oui, parce que j'avoue que je ne me suis pas forcément posé la question tout de suite. Je ne me suis jamais posé la question. Je suis allée par affinité, justement. J'ai été une fille, à 14 ans, je n'avais pas le poster de Beyoncé sur mon mur, j'avais Ramayad à la place. Donc, moi aussi, je fais partie de ces jeunes avec, avec des, on va dire, j'étais un petit peu particulière aussi. Donc, oui, j'ai hésité, mais maintenant, je dirais que oui, parce que je me suis rendu compte vraiment, comme je parle d'accessibilité, qu'il faudrait que certains jeunes puissent s'identifier, on va dire, à certains représentants politiques. Et d'où d'ailleurs mon implication à la droite, parce que pour essayer d'entrer par infraction en quelque sorte, là où on croit qu'on n'a pas nos places. Donc c'est un peu dans cette... Vous enfoncez les places. Max Orville, les jeunes ont-ils leur place en politique? Alors, oui, j'ai oublié de verser aussi à mon dossier tout à l'heure. Vous cherchiez à savoir si j'avais eu un parcours associatif, mais j'ai eu aussi, comme le disait Valentin Narbonnet,
un parcours syndical puisque j'étais responsable des syndicats d'enseignants. Pour répondre à votre question, mais c'est une nécessité. Les jeunes constituent l'avenir de la société. Donc leur présence est non seulement souhaitable, mais j'ai envie de dire indispensable. Voyez-vous, la plupart des décisions politiques que l'on prend aujourd'hui vont les concerner demain. Il convient donc qu'ils soient acteurs de ce qui se prépare. Et je veux dire, bon nombre de décisions, alors j'ai entendu Linda tout à l'heure parler effectivement de lexique, de rhétorique, enfin de choses rébarbatives, mais il convient, c'est vrai, il y a une différence entre le milieu associatif qui forme l'engagement ou syndical, mais il ne faut pas les décourager, bien au contraire. Les jeunes doivent participer et prendre en main leur avenir. Et ce n'est pas Joanne Godou qui me démentira. Il y avait à l'époque un président, à l'époque ça s'appelait du RPR, qui était Philippe Séguin. Et il disait ceci qui me paraissait très clair, il a dit les jeunes sont une nécessité parce que ce ne sont pas avec les rêves de nos grands-pères que nous construirons demain. C'est-à-dire que l'avenir des 20 prochaines années va concerner les jeunes. Donc, c'est tout à fait légitime et normal qu'ils prennent en main cette destinée. À eux de faire de la politique autrement, de défendre les valeurs qui sont celles de la jeunesse, peut-être assez régulièrement. Je pense par exemple à l'écologie qu'ils sont arrivés à mettre, c'est pas Valentin qui me dira le contraire, à verser au débat et à imposer la transition écologique. Tout ça, ce ne sont pas des valeurs, je dirais, qui étaient usitées par le passé. Donc oui, ma réponse est claire, nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin de leur regard, nous avons besoin de leur énergie, mais aussi nous avons peut-être aussi besoin qu'ils soient également formés. Parce que je crois que, et ça peut-être on peut le déplorer à tort ou à raison, mais la politique est différente des associations ou du milieu syndical. Elle réagit avec un certain nombre, comme le disait Linda, de codes. Et il faut les connaître, il faut savoir porter des projets, il faut savoir les structurer. Et ça nécessite une formation qu'on n'acquiert pas comme cela du jour au lendemain. On a le talent. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'au sein de votre équipe, vous serez prêt alors à mettre des jeunes que pour la partie écologique? C'est bien ça? Non, du tout. J'ai dit que les jeunes ont versé au débat des 10 dernières années, sur le plan national notamment, des thématiques qui étaient l'écologie, la transition écologique, la consommation, le bio, etc. Ça, c'est une des choses qu'ils ont pu verser au dossier de la politique. Mais il y a plein de chantiers, plein de pistes sur lesquelles on a besoin d'avoir le regard des jeunes. Et vous serez prêt à laisser votre place à un jeune? Si, par exemple, un jeune est très amené à prendre une tête de liste quelconque dans votre parti, est-ce que vous serez prêt à le soutenir ouvertement, ce jeune, un jeune de 22 ans, 23 ans, par exemple? La question, elle est claire. Il ne s'agit pas d'une question de quota. Ce n'est pas de dire est-ce que je suis prêt à soutenir. Si un jeune est compétent, s'il a l'énergie, s'il a une vision, un cap clair, je suis tout à fait prêt et déterminé à le suivre. Pas de bâton dans les roues. Mais non, pas de bâton dans les roues. D'abord, ça supposerait que si je le soutiens, eh bien, ça veut dire que nous avons la même vision, que nous avons un petit peu le même regard. Maintenant, il est peut-être plus énergique que moi, il a peut-être une dynamique supérieure à la mienne. Je deviens vieux maintenant. D'accord. Mais on va dire que vous n'avez plus beaucoup d'énergie. Est-ce que les téléspectateurs doivent le retenir aussi par rapport aux prochaines élections? Plus d'énergie pour vous? Je dirais la jeunesse, par définition, c'est l'énergie, c'est la détermination, c'est aussi, ce sont toutes les qualités de la jeunesse. Il y a aussi l'impatience qui doit être calme. D'accord, merci beaucoup. Joanne Godou, est-ce que vous pensez que les jeunes ont leur place en politique?
Alors, les jeunes ont tout à fait leur place en politique. Il faut aussi qu'ils prennent leur place. Et pour revenir sur ce que disaient Valentine Arbonnet et Max Orville, euh, les partis politiques sont très importants et il y a quelque chose qui s'est perdu depuis quelques années et qui doit prendre sa place, c'est le militantisme et la formation des militants. C'est très important parce que au fil de mon parcours, j'ai pu constater que c'est grâce à cette formation que j'ai eue avec d'autres jeunes des autres communes que j'ai pu éviter quelques erreurs, même si j'ai été un petit peu turbulent quand j'ai commencé mes premières élections. Maxence, c'est quelque chose d'ailleurs. Donc, et voilà, ça apprend beaucoup. La formation apprend à, à parler correctement, à se canaliser, à échanger avec les autres, même au-delà de son parti politique. Parce que quand j'ai été élu conseiller municipal au Lamentin, j'étais le seul jeune de droite de l'UMP dans une ville communiste. Ce n'était pas compliqué, il fallait discuter avec tout le monde, il fallait échanger avec tout le monde pour faire avancer des dossiers. Donc oui, les jeunes ont leur place en politique et ils doivent faire avancer les dossiers avec les moyens qu'ils ont à leur disposition. Et dernière chose, pour revenir aussi sur ce que disait Max, Max m'a quand même soutenu aux élections municipales de 2014. Donc oui, Max a laissé la place aux jeunes lorsque les jeunes y vont avec de la détermination. Donc, vous serez prêt à soutenir durant les prochaines élections Max Orville, visiblement. C'est ce que je retiens ce soir. C'est bien ça. Il y a une alliance ce soir. Vous êtes en train de tisser une alliance ce soir? Je précise quand même que je suis plus électeur en Martinique, je suis électeur à Poitiers, mais je n'ai pas de souci avec Max. Donc, s'il faut lui donner un coup de main, ça peut se faire, pas de problème pour ça. Ah, d'accord. Bon, on a une exclusivité. En tout cas, on est du côté droite du modem. Valentin Narbonnet. Merci, Joanne, mais je n'avais aucun doute sur son soutien. Ah, d'accord. OK. Donc, les liens sont tissés ce soir. D'accord. On prend note. Valentin. Ils ne sont pas tissés, hein? Ils sont réaffirmés. Oui, oui. Nous le voyons tous. Valentin Narbonnet, je ne sais pas si le temps est limité pour vous. Est-ce que vous pouvez me rappeler Oui, je ne vais pas tarder à partir en bonne compagnie. On ne s'ennuie pas. J'ai une autre réunion, mais je veux bien me prêter encore à l'exercice et répondre à vos questions pièges. Quand même. Non, vous faites peur aux autres, alors qu'il n'y a pas de questions pièges. Est-ce que vous pensez, Valentin Narbonnet, que les jeunes ont leur place en politique? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, toutes celles et tous ceux qui jouissent de leurs droits civils et politiques doivent aller aux élections. Mais vraiment, moi, il y a quelque chose qui me désespère, c'est toutes ces personnes qui se plaignent à longueur de temps des politiques publiques qui sont mises en place et qui, comment dirais-je, sont là en position stérile du spectateur que dénonçait déjà Césaire, ne prennent pas part à la vie associative de la cité, ne s'engagent pas en politique, ne portent pas de projet alternatif à ce qui est proposé dans le cadre du débat démocratique. Voilà, enfin, moi j'invite toutes celles et tous, et particulièrement les plus jeunes de nos sociétés, à prendre part au débat démocratique, à aller aux élections. Vraiment, moi, enfin, il y a eu des élections dernièrement, je pense que, enfin, Joanne était sur le terrain, Max aussi. Franchement, je vous dis la vérité, moi, ça m'énervait d'entendre à chaque fois des jeunes qui étaient résignés, qui disaient qu'ils n'allaient pas voter, qui enfermaient un peu tout le monde dans le même panier, tous les mêmes, etc. Vraiment, moi je les invitais. Bon, il était trop tard, mais je les invitais et vraiment, j'invite tout le temps les jeunes. Et je pense qu'il en est de même pour Max et pour Joanne, compte tenu de leur engagement qui est déjà un peu plus ancien. C'est pour ça que je n'associe pas Linda, qui est en cours, dont l'engagement est en cours de maturation. Mais vraiment, je pense qu'à de nombreux moments au cours de notre engagement, nous avons eu à encourager les jeunes à se présenter aux élections. Donc, je pense que le débat n'est vraiment pas là. Ça ne souffre même pas de discussion. On invite les jeunes à aller aux élections, à venir même nous défier nous-mêmes. C'est vrai, vous invitez les jeunes à vous défier? Mais oui. D'accord. Puisque vous invitez les jeunes à faire de la politique, Valentin Narbonnet… Je les invite même des fois à rejoindre ma formation politique. Pour pouvoir… Laquelle? Laquelle, monsieur Narbonnet?
Laquelle? Le Parti communiste? Le Parti socialiste. Vous êtes trop taquine, je vous ai déjà dit ça. Socialiste, d'accord. Donc, le Parti socialiste, vous pensez que le Parti socialiste existe toujours, Monsieur Narbonnet? Évidemment, il existe toujours. Je suis devant Ah, vous. On représente le parti au sein d'un conseil municipal. Il existe. Il a des parlementaires européens, des sénateurs, des députés. Il est là. Par contre, il y a une réalité. C'est qu'il a cessé de fonctionner comme un parti politique et qu'aujourd'hui, il est agonisant. Ça, je le dis en toute transparence. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. D'accord. Donc, vous invitez aux jeunes à rejoindre une formation politique qui est Agonisante? plus une formation politique. C'est ça? Non, 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 je vous dis, c'est une formation politique qui a cessé dans son fonctionnement de fonctionner comme une formation politique, c'est-à-dire de réfléchir, etc. Donc, comment marche? On est plus dans une start-up. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Bon, très simple, mais le débat n'est pas sur le Parti socialiste. Le Parti socialiste est devenu un peu paresseux, il a arrêté de réfléchir et il a cherché, au cours des dernières années, plutôt à rassembler les forces de gauche. Voilà. La politique, ce n'est pas ça, comme je vous le disais, ce sont des idées. Donc, il faut d'abord s'interroger sur qui nous sommes, etc. Mais le débat ne porte pas sur ma formation politique. D'accord. Alors, comme le débat ne porte pas sur votre formation politique, vous invitez les jeunes à faire de la politique. Valentin Narbonnet, lors des dernières élections municipales, vous avez été victime d'une agression. Que vous invitez les jeunes à prendre des risques en politique. Alors, évidemment, non, je n'invite pas les jeunes à prendre des risques. Mais ce qui est vrai, c'est que toutes sortes d'engagements, quels qu'ils soient, associatifs, syndicaux, politiques, de fait, dès lors que nous prenons part à cet engagement-là, nous nous exposons. Nous nous exposons par rapport à quoi? Parce que nous avons le courage d'afficher publiquement, et particulièrement en politique, nos convictions, sur en quoi nous croyons. Dès lors, on s'expose à toutes sortes de réactions de personnes dont la parole que nous portons gêne. Et clairement, ça a été le cas lors de l'agression dont j'ai été victime le 21 juin dernier. Oui. D'accord. En tout cas, vous allez mieux, tant mieux, et vous continuez le combat politique. Linda Mendo, est-ce que la politique, ça vous fait peur? Vu ce qu'il dit Valentin, du coup, oui. je me dis, j'espère que ce ne sera pas ça. Non, honnêtement, la politique ne me fait pas du tout peur parce que justement, je fais partie de cette génération-là qui a une volonté de briser un petit peu les codes. Donc maintenant, avec les expériences de mes aînés, j'essaierai d'y aller, on va dire, un peu plus tranquillement. Plus tranquille. Donc, pour vous, c'est une politique tranquille. Selon vous, vous avez évoqué le manque d'implication, Valentin Narbonnet, un peu les jeunes qui ne vont pas voter, qui ne s'impliquent peut-être pas trop. Si je ne me trompe pas, est-ce que je me trompe? Non? Alors, c'est ce que je disais de façon générale, mais là, je vais prendre un exemple vraiment singulier. Il y a eu un bel élan dans la commune dans laquelle je réside et dont je suis élu maintenant, un bel élan de la jeunesse, vraiment. La jeunesse on ne sait pas pour qui ils ont voté, mais en tout cas, la jeunesse a participé massivement à ce scrutin-là. D'accord. Max Orville, qu'est-ce qui pourrait sensibiliser les jeunes à la politique, selon vous? Et comme je l'ai dit, il faut que nous parvenions, et c'est peut-être le rôle des anciens, à faire comprendre aux jeunes tout l'intérêt qu'ils ont à s'engager. Parce qu'encore une fois, toutes les décisions, qu'elles soient locales, qu'elles soient départementales, régionales, nationales, auront une implication ou ont une implication directe ou indirecte sur leur vie de citoyen, sur leur vie professionnelle, sur leur vie tout court. Que ce soit au municipal, où j'ai déploré en Martinique des taux d'abstention phénoménales qui menacent la démocratie. Mais et les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent s'engager. Je rejoins Valentin et je lui exprime d'ailleurs toute ma solidarité a posteriori pour l'agression dont il avait fait l'objet. Mais on ne peut pas, effectivement, il y a un minimum de risques à prendre, à défendre ce à quoi on croit. On ne peut pas passer son temps à dire tous pourris. On ne peut pas passer son temps à dire et du coup, on ne fait rien. Je suis, comme on l'a rappelé, je suis enseignant. Je forme des générations à venir. On les forme pour qu'ils deviennent des citoyens, pour qu'ils soient autonomes, qu'ils soient capables de penser et d'exprimer leurs pensées et de ne pas être dans la peur ou dans le reniement. Donc oui, les jeunes doivent s'engager et ils doivent comprendre que c'est pour eux, c'est leur nécessité. La vie de demain, on prend des exemples très simples, la question des transports, la question de la continuité. Nous sommes tous des Antillais, Guyanais, Africains issus de la diversité. Nous avons à, comment dirais-je, donner notre avis
sur les décisions nationales qui sont prises, qui nous concernent ou pas, qui ne nous concernent pas. Encore une fois, et je suis partisan, je le dis toujours, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas LR, je suis centriste, mais cet échange de ce soir montre que nous échangeons des idées calmement et qu'on peut ne pas partager les points de vue des uns et des autres, mais comme je le dis, nous avons les mêmes valeurs souvent, les mêmes principes. Donc, essayons de prendre de la hauteur, de défendre nos idées. Et les jeunes, je vous parlais de dynamisme, eh bien, ce dynamisme, on en a besoin parce que c'est leur monde. D'accord. Et Max Orville, quand les jeunes entendent, par exemple, que certains politiques sont condamnés, se retrouvent devant la justice, comment les sensibiliser véritablement? Comment leur dire, vous pouvez faire confiance à la politique et vous pouvez vous impliquer dans la politique? Bah, tout simplement, d'abord, oui, c'est un constat. Et le mouvement démocrate milite toujours pour avoir une politique vertueuse. Même chez nous, on a aussi des incidents déplorables parfois. Mais en tout état de cause, ce n'est sûrement pas pour un jeune en regardant et en disant tous pourris que les jeunes vont changer ce qui se fait. Il faut qu'ils s'imprègnent, il faut qu'ils y aillent pour montrer que non, nous incarnons l'intégrité, une certaine vitalité, et qu'on a envie de faire autrement. C'est ça qui m'intéresse. Bon, vous savez, nous sommes des hommes. Et les hommes apparaissent avec leurs travers, leurs passions, leurs succès et leurs échecs. Même les grands hommes, même les grands politiques ont leurs travers. Maintenant, ce qui fonde un engagement, c'est un certain altruisme, c'est une volonté de pensée collective. Et je crois que c'est ce qu'il faut que notre jeunesse comprenne. Sortir de l'individualisme en disant toujours ah, tous pourris, non, ça ne m'intéresse pas des voyous. La critique est facile, Valentin le disait. Mais maintenant, il faut construire. Si vous estimez que les aînés ont péché, si vous estimez, on parlera peut-être tout à l'heure de l'actualité des Antilles. En Martinique, nous avons, et ça, c'est pas Joanne qui va venir, on a un problème d'eau. Ça fait bientôt 1 an que nous souffrons de l'eau. Les générations à venir, les jeunes à venir, peuvent rendre légitimement responsables les élus actuels pour défaillance en ce qui concerne la manière de régler ce problème-là. Les prédécesseurs. Pardon? Et tous les prédécesseurs. Exactement, mais je veux dire que nos aînés ont échoué. Bon, ce n'est pas un tort de dire, bon, on peut remonter, etc. et tout. Donc, il faut une alternative, il faut changer les choses, mais ce n'est pas en étant vissé dans le hall de notre immeuble ou avec des copains, des potes ou au stade, etc., ou avec à nos occupations individuelles que nous irons. Alors, ça présente quelques risques. Parce que dès qu'on fait de la politique, on tombe dans le domaine public. Et comme maintenant les jeunes sont les experts dans les réseaux sociaux, c'est peut-être ça, c'est pour Linda, on vous caricature très vite. Hein, on vous salit très vite. Il faut savoir passer au-dessus. La politique, de ce point de vue, est un excellent exercice pour surmonter son ego. D'accord. Donc, la politique, c'est un peu la vie, selon Max Orville. Joanne Godou, est-ce que les politiques sont tous pourris? Non, il ne faut pas dire que les politiques sont tous pourris. Nous vivons dans un monde où, de toute façon, dès qu'il y a des êtres humains, il y aura des côtés lumineux et des côtés sombres. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'une union de toutes les forces vives pour penser et en fait créer en fait le présent et l'avenir, et c'est ce qui importe. Avant, quand j'ai commencé la politique, je parlais beaucoup de la droite contre la gauche. Maintenant, je suis vraiment dans un discours où on essaie de travailler comme on peut sur la base voilà, d'un socle commun pour essayer de construire ce que nous avons à construire sur une durée et après laisser la place pour les autres. D'accord. Donc, vous êtes un petit peu plus sous le « en même temps ». C'est un peu ça. Non, ce n'est pas du « en même temps », c'est qu'avec l'expérience, j'ai fini par comprendre que ça ne sert à rien de s'attaquer les uns les autres, qu'on a toujours des sujets qui nous unissent, surtout pour les Antilles où il y a l'urgence sur l'eau, sur la question identitaire.
La question culturelle, c'est des sujets que nous pouvons régler en discutant ensemble, que droite, que gauche, que centre. Donc, moi, je pense que la priorité, elle est là, avant de regarder la partie sombre de la politique. D'accord. Valentin Arbonnet va devoir. Oui, juste un dernier petit mot avant de partir. Simplement lancer un appel vraiment, et notamment aux plus jeunes qui nous regardent, de s'investir, de prendre d'assaut, je pèse mes mots, de prendre d'assaut les partis politiques, quels qu'ils soient, de prendre d'assaut les partis politiques, sauf les extrêmes, hein, mais Voilà. vraiment de prendre d'assaut les partis politiques et de s'engager. Voilà, j'étais très content de vous avoir vu, Max, Joanne, Linda. Merci beaucoup, Infiniment. Clara, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Valentin Arbonnet, qui doit y aller, qui a un impératif. Donc, merci à lui. On continue encore quelques minutes avec tout le monde présent. On sait qu'il y a un deuxième tour, un deuxième débat entre M. Max Orville et M. Joanne Godou. Linda Mendo, que pensez-vous vraiment qu'on peut faire de la politique sans être dans un parti politique? Jusque-là, justement, moi, je suis novice. Je ne connais pas du tout de figure tout de suite de personnes qui ont eu accès, sauf Donald Trump aux États-Unis, qui ont eu accès à la politique sans passer par la politique. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensaient que voilà, le chemin classique, c'est justement parti politique et ensuite... donc après, je vais mûrir ma réflexion là-dessus, voir comment ça marche. Réflexion, mais pour vous, celui qui n'a pas fait de la politique, c'est Trump? Enfin, il sort pas d'un... Il n'était pas de base... Est-ce que Donald Trump, c'est un modèle pour vous? Non, pas du tout. Enfin, je relativise quand même. Je dirais oui par rapport à l'audace. Parce que, hormis son côté, oui, il a quand même été... je trouve qu'il est très audacieux. Mais dans ses idées politiques, non, pas du tout, naturellement. Et moi, je dirais même que enfin, je pense qu'il est nécessaire quand même de commencer dans un parti politique pour justement accéder à ce cadrage-là dont parlait Monsieur Orville, pardon, je ne sais pas si je prononce bien, parce que ça fait peur quand même la politique, donc de venir de nulle part, alors que là, dans un parti politique, on entre déjà dans un moule, on a déjà une vision un peu, on va dire, éloignée du truc. Ce qui fait que si jamais on grimpe les échelles, on a le temps de mûrir et déjà de nous cadrer dans un parti politique. Moi, je suis de celles qui, en tout cas, voudraient intégrer à la politique par le parti politique. Est-ce que vous vous considérez comme audacieuse? Jusque-là, je ne sais pas, la question peut être... Enfin, ça dépend. Je dirais oui. Comment? En fait, je n'aime pas, j'ai peur de franchir la limite du prétentieux en répondant fermement, dire que oui, je suis audacieuse. En général, je pense qu'il faut laisser l'autre, en fait, donner ce genre de jugement. Ça ne fait pas très humble de dire oui, je suis audacieuse. Mais disons que jusqu'ici, j'ai réussi à pousser certaines portes, d'autant plus que j'évolue quand même dans un département où, on va dire, l'accès à l'étranger n'est pas forcément bienvenu. Et pour mes petits pas jusqu'ici, je pense qu'il a fallu que j'utilise mon audace pour pousser certaines portes. Donc oui, je dirais que je suis audacieuse. Max Orville, est-ce que les jeunes qui voudraient peut-être s'engager en politique doivent être audacieux? Oui, c'est une caractéristique normalement de la jeunesse aussi, l'audace, le risque, la prise de risque. Donc oui, ça fait partie des qualités que je pense que les jeunes doivent avoir. Oser. Et je crois que Linda a bien compris, je connais très bien la région de la Champagne, et je sais qu'effectivement c'est une région particulière et assez peu généreuse ou hospitalière avec les personnes issues de la diversité, mais je crois que l'audace, c'est la compétence dont elle fait preuve, la conduira à s'installer et à faire son bout de chemin. En tout cas, c'est tout le mal que je dis. Merci. Vous pensez aussi la même chose, Joanne Godou? Oui, il faut de l'audace pour s'engager en politique. Il ne faut pas avoir peur d'enfoncer les portes. Moi, quand je suis arrivé en 2010, tout le monde s'est dit, mais il est fou, le petit garçon, il s'approprie plus grand, il va à la télé, il va aux élections, il n'a pas d'argent. Et bien oui, pourtant j'y suis allé. En 2014,
j'ai fait une campagne avec 900 euros de budget, donc 400 euros de dons de membres du PPM, alors que moi, j'étais à l'UMP. Donc, c'est bien pour vous montrer que lorsqu'on a envie de faire quelque chose, on le fait, c'est tout. D'accord, super. Merci beaucoup. Alors, Linda Mendo, les jeunes doivent s'engager en politique, selon vous? Oui, les jeunes doivent s'engager en politique, vraiment. Ils doivent vraiment, même s'ils ont peur, ils doivent y aller. C'est bien ça? Ils doivent même utiliser leur peur justement pour y aller, pour montrer aux autres que voilà, même avec la peur, on peut y arriver. Et surtout les jeunes de tout horizon et particulièrement, je dirais, les jeunes issus de la diversité en ce qui me concerne, parce que la plupart des décisions politiques qu'on va prendre, si on n'a pas des représentants qui s'identifient à ces décisions-là, ne seront pas prises comme on voudrait. Donc, si c'est que c'est une certaine catégorie de personnes qui siègent là où on prend les décisions, naturellement, les décisions iront dans ce sens-là. Alors que nous, on va dire, on doit s'inviter à cette table-là pour justement défendre nos intérêts en quelque sorte. Donc oui, ils doivent effectivement s'engager en politique. D'accord. Joanne Godou, dans le chat Facebook, il y a une personne qui dit qu'on parle de quel jeune? À quel moment on est plus jeune en politique? Bon, ça, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que bon, pour l'anecdote, je me suis présenté aux élections 2014 contre, était le maire le plus âgé à l'époque. Donc, du coup, c'était le Benjamin contre le doyen. Et lors du premier conseil municipal, il disait, c'est un propos que je n'ai pas oublié, il disait que la jeunesse ne se voit pas sur l'âge, mais sur la capacité à faire avancer en fait les dossiers de la ville, les dossiers en fait qui feront la Martinique de demain. Et effectivement, tout au long du mandat, j'ai pu constater que c'est dans la construction qu'on voyait le dynamisme d'une personne et pas dans son âge. Parce qu'on peut avoir des jeunes, en fait, qui sont plus vieux que les vieux et des vieux qui sont plus jeunes que les jeunes. D'accord. Vous pensez que c'est le cas de Max Orville en ce moment? Max est dynamique. Max est dynamique. D'accord. Très bien. Max Orville aussi, les jeunes doivent s'engager. C'est un oui. Oui, 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 les jeunes doivent s'engager. Et pour vous répondre, je vous ai dit, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas que quelque chose de biologique. Et je vous rappellerai la formule célèbre du Cid, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, il y a des jeunes brillants qui ont tout à fait leur place. Et Joanne en est un, Linda en est une deuxième, Valentin. Vous n'avez invité ce soir que des gens brillants. D'accord. Merci. Merci. Je vais libérer Linda Mendo. Merci infiniment, franchement. Merci C'est plutôt à moi de vous remercier, oui. D'avoir accepté de participer à ce débat. Ben, merci et à la prochaine alors. À la prochaine, et j'ai été très contente de participer à ce débat et surtout d'échanger par rapport, avec les élus de la Martinique, surtout. Donc, j'espère, je suis disponible si jamais, Clara, c'est ça? Parce qu'on n'a même pas eu le temps de se présenter. Exactement, en effet. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonne soirée à vous. Et à la prochaine fois quand vous serez candidate. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas comment ça s'arrête. Alors, je vais vous aider. Alors, normalement, je dois sortir de... C'est parfait. Deuxième partie du débat. On enchaîne, vous avez vu, c'est une soirée politique. Une soirée politique. Et ce soir, on a envie de consacrer cette deuxième partie du débat à la Martinique, puisque nous avons deux originaires de la Martinique, de la belle Martinique, notre île. Et on va commencer ce débat. Comment va la Martinique, Max Orville? Eh bien, comment va la Martinique? Je crois qu'elle va malheureusement pas bien.
C'est une Martinique dévitalisée, une Martinique fracturée, une Martinique qui a du mal à pouvoir retrouver confiance en elle-même, confiance en ses élus, confiance dans le cap qu'ils choisissent, et qui aujourd'hui vit une période profondément frustrante et terrible. Je veux parler de cette pandémie, de cette crise sanitaire qui fait de la Martinique le seul département, le seul territoire d'outre-mer confiné, où pour des raisons sanitaires, les commerces, les petits commerces, les entreprises sont fermés, ce qui crée une grande frustration, une grande interrogation et qui menace de cette pandémie risque d'avoir une suite malheureusement sociale, avec une explosion du chômage, avec des entreprises qui mettent la clé sous la porte. Alors, chaque chef d'entreprise, je crois, parce que je les ai rencontrés et j'échange avec eux, la crise sanitaire est une urgence absolue et nos compatriotes ont bien compris la nécessité d'observer les gestes barrières, de prendre toutes les précautions. Mais comme je le dis familièrement, il ne faudrait pas que cela dure trop, et ça a déjà trop duré, parce que ce n'est pas la peine de mourir guéri. Parce D'accord. que c'est ça la double peine. On va guérir du virus, mais les entreprises qui ferment, le chômage qui explose et qui va mettre des milliers de Martiniquais à la rue et qui ne pourront pas, comment dirais-je, s'occuper de leur famille, de prévoir l'avenir de leurs enfants qui font parfois des études, c'est une situation que je juge extrêmement préoccupante et pour lequel j'appelle, vous voyez, je suis de la majorité, j'appelle pourtant le gouvernement non pas à abolir la crise sanitaire, mais à adapter en fonction de cette réalité. Tout le monde est prêt à jouer le jeu. Les entreprises ont pris des dispositions pour mettre en place les gestes barrières, accueillir les clients quand ils arrivent, gel hydroalcoolique, respecter la distanciation, bref, de mettre tout en place. Et c'est effectivement dramatique d'être fermé. Donc D'accord. la double peine, non. Préoccupante pour vous. Alors, les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, j'aurais bien aimé avoir votre avis. Comment ceux qui nous regardent de la Martinique, est-ce que vous trouvez que la Martinique va bien? Qu'en pensez-vous? Et moi, je vais poser la même question à Joanne Godou, qui se trouve à 8000 km. Quelle est votre vision de la Martinique, même à distance? Comment vous percevez l'image de la Martinique aujourd'hui? Alors bon, c'est vrai quand même que j'étais en Martinique, c'était quand? C'était en septembre, parce que bon, j'ai perdu mon père, donc du coup, je suis entré dans le cadre voilà, de l'organisation des obsèques. Et le peu de temps que je suis resté, effectivement, j'ai trouvé la Martinique très sombre. En discutant avec voilà, les gens que j'ai rencontrés, il n'y avait pas d'avenir. Dans les discours, il n'y avait pas de perspective de création. J'ai rencontré quelques jeunes qui avaient l'ambition de créer des structures, mais qui me disaient que oui, qu'ils veulent bien contribuer à la reconstruction du territoire, mais il faut d'abord que les personnes qui mettent en place les politiques publiques cessent en fait de leur barrer la route. Lorsqu'ils disent barrer la route, ils m'ont donné le schéma d'une table qui a été écrasée par les politiques en place, qui continuent à l'écraser et qui demandent aux jeunes de reconstruire la table. Donc, c'est un peu compliqué de reconstruire une table lorsqu'on continue à l'écraser. Mais en tout cas, moi, ce que je dis à toutes ces personnes qui, elles, ont le courage, en fait, de continuer à se battre sur le terrain, parce que moi, je suis parti travailler là-bas, donc du coup, moi, je n'ai pas trop de conseils à donner à ce niveau-là. Vous pensez?
Moi, je ne suis pas resté, moi, je suis parti Vous n'avez travailler pas le là-bas. droit à la parole, même si vous êtes à 8000 km? Je n'ai pas dit que je n'ai pas droit à la parole. J'ai dit que lorsque je suis parti pour travailler là-bas, alors que je peux rester ici, je ne peux pas, voilà, je peux pas critiquer des personnes qui se battent ici et qui n'arrivent pas en fait à faire évoluer les choses. Donc, vous ne vous sentez pas légitime pour critiquer? Ce n'est pas de la légitimité à critiquer, ce que je regarde les choses autrement. Avant, quand j'étais en Martinique, Max pouvait le dire, peut le dire, quand je voyais quelque chose qui n'allait pas, je tapais du poing sur la table et puis voilà. Bon, là maintenant, je me suis un peu calmé, j'analyse un peu plus et puis avant, et voilà. J'essaie de faire des propositions pour faire avancer des choses. Comment on peut faire avancer des choses? Parce que malheureusement, il y a des choses qu'on ne voit pas qui font en sorte que les choses ne peuvent pas avancer plus vite. Donc, il y a des initiatives qui sont faites pour essayer de permettre aux jeunes de revenir en Martinique, de construire malgré la situation économique et sociale. Donc, c'est à nous à essayer voilà, de rajouter notre force pour permettre à cela de se faire. Max Orville, pensez-vous que, comme l'a dit Joanne Godou, qu'en Martinique, on barre des routes? Il y a un certain nombre d'obstacles et Joanne le sait particulièrement. Mais il y a, en fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La Martinique va mal. Sa démographie, nous perdons à peu près chaque année 4000, entre 4000 et 4000 et 5000 habitants. C'est quasiment une commune qui disparaît en termes d'habitants. Cette démographie qui baisse, c'est le fruit d'une non-attractivité, une non-vitalité. Vous voyez, Joanne, il est parti. Il aurait pu rester. Il a dû partir il a réussi un concours, il a dû s'expatrier, il a dû partir, aller dans l'Hexagone. Bon, je ne pense pas que ça soit de gaieté de cœur, c'est un Martiniquais bon teint et bien solide. Là où je ne partage pas son point de vue, c'est que oui, il a toujours des choses à dire, qu'il soit loin ou pas loin. La question de barrer les routes, j'ai envie de dire, ça, tu le sais, Joanne, c'est le folklore local. Hein. Il faut toujours qu'on barre les routes des uns et des autres. Et aujourd'hui, ce qui me motive, c'est de dire que quelques projets que ce soit, aujourd'hui, je vous dis, on a deux priorités. Je vous ai parlé de la question économique avec la question des entreprises qui meurent, un tissu économique faible, des entreprises ultramarines et martiniquaises ultra vulnérables. Nous avons la question, tout à l'heure je l'ai abordé, la question de l'eau. Nous avons eu un carême qui a asséché la Martinique, des personnes âgées qui sont restées sans eau au Lamentin, tu le sais, à Acajou pendant des semaines. Et pourtant, ce qui est le plus difficile à admettre, la ressource existe. S'il n'y avait pas d'eau, on aurait dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais là, nous avons de l'eau. La question étant les décideurs politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord par idéologie, par sectarisme, par... Alors si c'est ça, barrer les routes, oui, nous le voyons particulièrement. Et ce que je dis, quelques projets que ce soit, et Joanne est de droite, on aurait pu voir avec quelqu'un de gauche ou n'importe qui, la Martinique est fracturée en son sein. Nous nous divisons entre nous. Nous avons plusieurs composantes. Nous avons les nègres, les Indiens, les Chinois, les Syriens, les Békés, etc. Nous ne parvenons pas à faire peuple. Nous ne parvenons pas, comme l'a dit tout à l'heure Joanne, à pouvoir placer nos valeurs communes. Nous ne parvenons pas à faire entendre cette voix du bon sens, de prospective. Et c'est ça qui est difficile. Nous en restons souvent, et Joanne et moi, nous avons combattu ça, puisque nous avions des sensibilités à peu près proches à l'époque, toujours ces idéologies qui nous enferment toujours sur les côtés. Et je crois que l'heure est venue, que les jeunes prennent le pouvoir, que les jeunes renversent les tables, puisque manifestement, les aînés, nous avons raté. Est-ce que,
Est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui doivent renverser la table des élus actuels? On m'a écrasé la table. Avec écraser, on reviendra sur écraser. Est-ce que vous pensez que les jeunes doivent… Les jeunes doivent construire la table. Mais construire la table mais face aux élus actuels. C'est ça, en fait. Moi, je pense que je n'insulte jamais la démocratie. Il y aura des élections le moment venu. Mais il est l'heure maintenant que les jeunes, en particulier, s'ils ne sont pas d'accord, s'ils pensent que la table est écrasée, s'ils pensent que les élus ont échoué, s'ils considèrent que les élus sont incapables et n'ont pas répondu à leurs attentes, eh bien oui, la seule chose qu'on puisse dire, c'est l'action. C'est l'action. D'accord. Et Joanne, on va pas dire écraser pour qu'on ne nous dise pas qu'on a incité à la haine, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Martinique n'est pas bien gérée par les élus actuels? Que pensez-vous de la politique actuelle menée par les élus? Alors, je ne me permettrai pas de dire que la Martinique n'est pas bien gérée. Je dirais plutôt que moi, j'aurais eu d'autres priorités. Lesquelles? Parce que lorsqu'on gère une collectivité, ce n'est pas facile à gérer. Il y a beaucoup d'impératifs, il y a beaucoup d'urgences et les programmes qu'on communique lors des élections, souvent, on se rend compte lorsqu'on est à la barre qu'on n'a pas forcément les moyens de les mettre en œuvre ou qu'il faut les reporter à plus tard. Donc, du coup, à ce niveau-là, moi, je respecte toujours les personnes qui sont à l'exécutif d'une collectivité parce qu'ayant eu, voilà, ayant vu en tant que conseiller municipal… C'est du respect ou de la peur? Non, ce n'est pas de la peur. Moi, j'ai peur de personne, ça tout le monde le sait. Mais voilà, moi, je dis bien qu'avec du recul, j'ai appris à relativiser au niveau des gestions des collectivités parce que ce n'est pas si facile que ça. Donc, effectivement, moi, j'aurais eu d'autres priorités. J'aurais eu d'autres priorités comme taux de l'eau que j'aurais fait en sorte de régler très vite. Comment vous aurez réglé ce problème d'eau? Alors, moi, je n'ai pas tous les dossiers en main, donc du coup, je ne peux pas parler du dossier en profondeur. Mais en tout cas, le conflit qui existe entre le propriétaire et puis la collectivité, moi, j'aurais fait en sorte que ce conflit n'existe pas, parce que c'est la Martinique qui doit primer, c'est la population qui doit avoir son eau, et j'aurais fait en sorte que ce problème soit réglé très rapidement. Et non rester dans des conflits sur des sommes. Voilà, non. À un moment donné, faut quand même respecter la population. Comme en Guadeloupe, le problème devient encore plus grave. Il ne faudrait pas qu'en Martinique, on arrive au stade de la Guadeloupe. D'accord. Max Orville, parce que vous insistez avec ce problème d'eau, est-ce que vous pensez que cette problématique qui est rencontrée aujourd'hui, c'est parce que le propriétaire est dit béqué? Non, écoutez, alors je ne vais pas entrer dans ça peut faire partie des éléments du débat. Mais ce que je veux dire encore une fois, et là peut-être que j'ai une nuance par rapport à Joanne, la question n'est pas de savoir si le propriétaire est d'origine béquée, etc. Tant que nous placerons, s'il vous plaît, tant que nous placerons le débat sur la question béquée, indien, chinois, syrien, etc., alors que nous sommes tous martiniquais, la vraie question, c'est comment j'alimente la Martinique et sa population. Il y a, encore une fois, tout à l'heure, je le disais, au lamentin des personnes âgées de 90 ans qui sont restées sans eau pendant 3 semaines. Est-ce normal? Est-ce que, surtout que, encore une fois, la ressource existe. C'est là le scandale. Et là, au lieu de discuter sur comment dirais-je, le côté béquet de ceci ou de cela, moi, je pense que nous aurions pu tous être d'accord pour dire que ceux qui en sont privés, ce sont les Martiniquais et que, comme le dit Joanne,
je dois mettre en place les moyens, même sous forme de rustine, mais il faut que l'eau arrive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, imaginez qu'en région parisienne, vous n'ayez pas d'eau pendant une semaine, je ne dis même pas 3. Vous voyez le scandale. Eh bien, pour quelle raison? Et là, ce n'est pas l'État. Beaucoup de nationalistes, beaucoup d'indépendantistes, beaucoup d'autonomistes qui ne cessent de dire l'État français, l'État colonial, l'État ceci. Mais là, c'est nous-mêmes qu'il fallait alimenter. Donc, je ne partage pas du tout cette vision que je trouve réductrice. Et je termine en un mot. Je pense que les élus ont un manque de vision et de prospective et que nous subissons depuis 50 ans une idéologie qui ne vise qu'à nous mettre à l'écart du monde et à l'écart de la France, à l'écart de l'Europe, et qu'en même temps, on est dans des ambiguïtés, des ambivalences qui n'ont pas lieu d'être. Nous avons des problèmes urgents et immédiats à régler. Et ça, c'est nos compétences, c'est nous. D'accord. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour un rappel, on parle de l'affaire Seguino en Martinique. Est-ce que vous pensez, Max Orville, que le président de la collectivité territoriale de la Martinique manque de vision, à savoir Alfred Marie-Jeanne? Est-ce qu'il manque de vision pour la Martinique? Vous voulez à tout prix que je me détermine ou que je me prononce? Alors, je vais vous répondre et je n'y aura pas de langue de bois. Tout comme Johan, je suis un citoyen martiniquais et je considère les élus comme étant des gens pour lesquels je me dois de respecter leur travail, leurs obligations. Et donc, j'ai une déférence vis-à-vis de tous les élus martiniquais qui doivent travailler. C'est du respect ou de la peur? C'est de la peur? Non, ce n'est pas de la peur, c'est tout simplement que je ne veux pas tomber dans l'aspect polémique. Si maintenant vous me demandez est-ce que je partage les orientations en ce qui concerne la question de l'eau d'Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif, je vous réponds très clairement non, pas du tout. Alors peut-être que vous ne parlez pas de peut-être Alfred Marie-Jeanne, mais peut-être vous parlez d'autres élus qui manquaient de vision, puisque vous avez quand même dit que les élus manquaient de vision. Donc, je cherche à savoir de quel élu. Il faut éclairer les téléspectateurs de quel élu vous parlez. Voilà, on veut savoir qui sont ceux qui manquent de vision, qui sont actuellement en place et qui manquent de vision. Ma chère Clara, Alfred Marie-Jeanne est le président du conseil exécutif. Il ne le cesse de le dire, de le proclamer et de le dire. Il décide et les gens exécutent. C'est sa conception. Il est donc chargé par la loi de la collectivité et c'est lui donc qui assume l'échec de la problématique de l'eau. C'est très simple. Je n'ai pas besoin de… Et le propriétaire du terrain n'est pas responsable. Non, mais écoutez, je vais être très clair, encore une fois. La question du propriétaire, il y a des solutions pour, comment dirais-je, régler un litige comme ça. Lorsque vous êtes État et que vous voulez, par exemple, vous êtes maire d'une commune et vous voulez récupérer un logement, une maison, il y a ce qu'on appelle des mesures d'expropriation. Vous estimez par le service des domaines le coût de quelque chose et vous le faites. Vous avez tous les moyens légaux de régler quelques problèmes que ce soit sur le plan du foncier. Maintenant, la question de la négociation, du coût, du tarif, etc. et tout, ce sont des détails techniques dont, pardonnez-moi, les Martiniquais s'en fichent. Leur seule problématique, je veux de l'eau. Vous pouvez me donner de l'eau? Vous êtes élu, vous avez ça à faire. Vous pouvez, oui ou non? La question étant de dire, c'est pas de renvoyer la réponse à un conflit, à un contentieux. Est-ce que vous pouvez le régler? Il faut croire que je ne suis pas le seul à le dire. L'Assemblée de la Martinique, vous le savez, a voté une résolution imposant, par M. Lordino, imposant au Conseil exécutif et à son président d'exécuter la décision prise par l'Assemblée territoriale.
Bah, écoutez, voilà, je n'ai pas besoin d'aller, ce n'est pas dans ma nature de critiquer tel individu et tout, c'est de dire le pouvoir en place, la majorité et son exécutif n'a pas rempli le contrat que les Martiniquais lui demandaient. C'est tout. D'accord. D'accord, merci. Joanne Godou, est-ce que vous pensez que les Martiniquais sont prisonniers de la politique actuelle menée en Martinique, dans cette Clairement, affaire Séguino? les Martiniquais sont prisonniers parce que les Martiniquais paient des impôts. Les Martiniquais attendent depuis un moment. Et oui, effectivement, le pays est bloqué. Avant de partir sur la face diagonale, j'avais fait une interview où j'avais dit que ce n'était plus le Grand Semblé pour payer en chance, mais le Grand Semblé pour payer en camp. En fait, ça montre bien qu'il ne suffit pas de s'unir pour réussir, mais qu'il faut aussi travailler. Et il faut aussi travailler dans le sens dont la population nous a demandé de travailler. Et Donc, tant que cela n'est pas fait, tant que cela ne sera pas fait, la Martinique sera bloquée. donc actuellement, les élus martiniquais ne travaillent pas. C'est ce que vous dites depuis vos 8 kilomètres. C'est ce que vous êtes en train d'affirmer ce soir, que les élus martiniquais ne travaillent pas et que peut-être c'est vous qui serez peut-être celui qui serait amené à changer les choses. C'est un peu ça ou pas? J'ai dit qu'ils ne travaillent pas dans le sens dont a demandé les Martiniquais. Moi, je suis pas, mon retour en Martinique n'est pas l'ordre du jour. Je ne suis pas candidat à l'élection de la CTM de 2021. Je ne suis pas candidat aux élections départementales non plus à Poitiers. Moi, On revient à vous. Vous gâchez le suspense non, de non, la moi, famille. Gâchez le suspense. de ma profession, de ma famille, ça, c'est déjà assez important pour moi. D'accord, d'accord. On va enchaîner, Joanne Godou. Que pensez-vous du confinement de la Martinique? Seule île confinée actuellement. On voit un peu, je vois par exemple des personnes dans les différentes îles en train de s'amuser dans les restos, dans les bars. Que pensez-vous du confinement de la Martinique qui ne peut pas voilà, sortir, qui est confiné? C'est un sujet très sensible, mais pour moi, je dis la santé avant tout. La santé avant tout, mais il faut quand même pouvoir adapter pour le monde économique. Parce que, comme disait Max, nous avons un tissu économique qui est très sensible. On risque de sortir de ce confinement avec de grosses pertes. Donc, personne ne sait quand est-ce qu'on pourra se relever de ça. Et on ne sait pas non plus si la collectivité aura les moyens de mettre des liquidités en place pour sauver les entreprises. Je sais que ce n'est pas facile. Pour un décideur, c'est pas facile de prendre ce type de décision-là, mais il faudrait trouver un moyen de permettre ça rapidement aux entreprises de réouvrir, quitte à mettre des protocoles très stricts afin que le virus ne puisse pas se propager. Mais pourquoi la Martinique, selon vous? Pourquoi pas la Guadeloupe? Beaucoup ont dit que la Guadeloupe avait plus de cas que nous. Voilà, la situation, elle était plus alarmante et pourtant, on a décidé de confiner la Martinique. Est-ce que vous pensez que les élus ont participé à ce confinement, à cette décision, cette prise de décision du préfet? Je n'étais pas sur place, je ne sais pas. Mais bon, ce que moi je vois, c'est qu'on est dans cette situation-là et qu'il faudrait que les élus se mobilisent un peu plus pour essayer d'offrir au préfet une nouvelle vision qui permettrait de libérer un petit peu les choses. Parce que bon, si la Martinique est confinée, c'est qu'il y a une raison. Mais maintenant, il y a aussi des solutions pour éviter l'explosion sociale. Parce que si on continue comme ça, moi, je crains en fait qu'on ne puisse se relever de cette crise sanitaire. Max Orville? C'est bon, merci. Max Orville, que pensez-vous du confinement de la Martinique? Le préfet a réaffirmé la continuité de cette mesure. Qu'en pensez-vous? Bah, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, je vous ai déjà dit un petit peu ce que je pense. L'urgence sanitaire, c'est une nécessité parce que la circulation du virus est encore extrêmement importante en Martinique, beaucoup plus élevée qu'en Guadeloupe ou en Guyane, je parle à l'instant T.
Et même si ce taux est en diminution, il est encore extrêmement élevé. Cependant, je vous ai parlé, évoqué le côté économique, c'est-à-dire la vulnérabilité de nos entreprises. Nous n'avons pas moult grosses entreprises, mais beaucoup de PME et beaucoup de personnes qui ont, durant ce confinement, les mêmes charges à payer, les mêmes employés, les mêmes pertes. Et donc, c'est préoccupant. Il y a eu des mesures qui ont des communiqués qui ont été faits récemment par les associations des entreprises de la Martinique qui ont au contraire montré toute leur bonne foi et toute leur intention de participer à la prévention et à la lutte contre ce virus en faisant des campagnes de communication pour alerter tout un chacun, pour respecter les gestes barrières, pour prendre toutes les précautions voulues et respecter même les distanciations, tout ce qu'il faut. Eh bien, moi je dis, attendez, je veux dire par là que ça c'est une nécessité. Je vais vous donner un simple exemple. Je suis directeur d'école. Vous savez, lors du premier confinement, tout était fermé. Le gouvernement a décidé d'ouvrir les établissements scolaires pour permettre notamment aux parents de pouvoir aller travailler et que les entreprises puissent fonctionner. Aujourd'hui, dans les écoles, nous appliquons des protocoles sanitaires renforcés avec port du masque pour les enfants, etc. Et tout. Et donc, nous mettons en place toutes les structures et tous les moyens pour essayer de juguler et contrôler ce virus. Et je crois que les entreprises veulent faire de même. Donc, il faut, comment dirais-je, accepter la responsabilité de tout un chacun et mettre en garde. Donc, les entreprises sont prêtes à jouer le jeu parce que là-dedans, elles jouent leur vie. Et c'est tout à l'heure la raison pour laquelle je vous ai dit, je ne me satisferai pas d'avoir guéri le virus, mais d'être mort. Hein? Je ne veux pas de mort guérie. Donc, vous êtes plus économique que santé publique? Pas du tout. Je viens de vous dire que la santé est une urgence, mais oui, elle peut être contrôlée. Quand vous avez des malades qui sont atteints du Covid et qui vont à l'hôpital de la Ménard, vous croyez que les soignants se disent « bon, mais non, on fait ». Nous savons que nous devons apprendre à vivre avec ce virus. Imaginons qu'il n'y ait pas de vaccin et que le virus continue de circuler. On va donc rester 6 mois comme ça, mais qui va donner à manger. Même les Facebook Live vont devenir compliqués. D'accord. J'en appelle véritablement à un sursaut. Je veux maintenant, le mal est fait. Les pertes sont déjà très conséquentes. Je demande encore une fois à ce que le gouvernement puisse adapter le plan de relance pour les Outre-mer et singulièrement la Martinique qui m'intéresse, de façon à indemniser les entreprises le plus rapidement possible. Il y a une question aussi de temps. On ne peut pas attendre. Parce que en 2009, lors de la crise sociale que nous avions, il n'y avait pas de Covid à l'époque, la Martinique, et Joanne le sait, on a mis quelques années à nous remettre économiquement de 40 jours de grève. Là, nous sommes à 2 confinements de plus de 3 mois. Alors, vous imaginez. D'accord. Merci. Joanne Godou, on voit que les commerces sont les grands perdants, que ce soit en France hexagonale et en Martinique, dans les territoires d'outre-mer. Comment peut-on accompagner les entreprises, selon vous, voilà. Est-ce que vous pensez déjà qu'on doit déconfiner la Martinique? Alors, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, pour moi, c'est la santé avant tout. Alors, bien sûr, donc, pas de déconfinement. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit la santé avant tout, mais il faut permettre en fait à la vie sociale de reprendre. Il faut permettre aux entreprises de réouvrir avec une concertation avec les chefs d'entreprise pour permettre quand même qu'il y ait une économie qui se fasse et que les entreprises qui peuvent être sauvées soient sauvées. Parce que malheureusement, à la fin voilà, on devra vivre encore pendant de longs mois avec ce virus jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé, s'il fonctionne, voilà, s'il fonctionne et compagnie. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura ce vaccin. Donc, il faut trouver des solutions.
Imaginons que le vaccin arrive en septembre. Donc, on n'a pas tourné pour 2021. Je ne pense pas voilà, faut essayer de trouver des solutions pour permettre à la vie sociale de reprendre tout en ayant la santé en priorité. D'accord. Donc, pour vous tous les deux, on le voit, la priorité, c'est quand même de vivre avec le virus, de continuer à vivre et de pas forcément, fermer les entreprises, paralyser l'économie martiniquaise. Et encore pour vous, selon vos dires, si je ne me trompe pas, si je me trompe, vous pouvez m'interrompre, les élus ne sont pas responsables de la situation. C'est ça? Vous les respectez énormément et vous considérez que les Martiniquais n'ont que ce qu'ils méritent. C'est ça ou pas? Non, je n'ai pas dit ça. On parle de Covid. Pour le Covid, les élus ne peuvent pas faire grand-chose. Le Covid, il est arrivé. Mais les mesures, au moins les mesures. Les mesures dépendent, excuse-moi, Joanne, les mesures dépendent de l'ARS. Dans la question sanitaire, c'est l'ARS qui est responsable, l'Agence régionale de la santé. Et pas le préfet. Le préfet est le représentant de l'État, donc il est aussi le supérieur hiérarchique au niveau de l'ARS. Le Covid est géré par l'ARS, donc également par le préfet. Mais le préfet s'appuie sur les indications données par l'ARS. Donc, ce n'est pas là tant une question d'élus. Les élus sont ceux qui sont sollicités par la population, etc. Les entreprises rouspètent contre leurs élus à bon droit, ça fait partie du jeu de la démocratie. Mais aujourd'hui, la première place, c'est la première préoccupation, c'est sanitaire. Donc, il faut que l'ARS puisse mettre en place un schéma qui permette, je veux dire, de tester, d'isoler et de traiter. Bon, c'est-à-dire de ne pas immobiliser toute une région, tout un territoire, et ça de le faire. Alors, je ne suis ni épidémiologue, je m'en garderai bien, mais je crois qu'il y a des stratégies sanitaires à mettre en place. On a demandé à la population et à tout un chacun de mettre en place des gestes barrières, de respecter les distanciations, c'est-à-dire de mettre des protocoles sanitaires renforcés. Il convient donc que l'ARS puisse délivrer des protocoles sanitaires aussi renforcés qu'il le souhaite, mais de ne pas bloquer ni mobiliser la population autour d'un confinement et donc de bloquer toute la vie économique. Merci. Alors, je regarde le chat Facebook et je vois on m'a laissé un beau message. Elle est rigolote, cette journaliste. Elle repose les mêmes questions. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est peut-être un compliment. Ça veut dire que nous n'avons pas été capables de donner les réponses attendues. Alors, vous insistez pour pouvoir essayer de tirer de nous la substantifique moelle, comme dirait l'autre. J'essaie, mais c'est compliqué. Mais visiblement, je fais rire. En tout cas, moi aussi, ça me fait rire. Je vous remercie. On a fait un peu le tour. On va faire un petit peu le point actualité, même si Joanne Godou m'a devancé. Donc, je vais devoir peut-être lui reposer la même question. Je vais encore amuser tout le monde, mais ce n'est pas grave. Max Orville, j'ai vu que vous avez lancé Renaissance Martinique. Vous parlez de quelle renaissance? Elle était morte, la Martinique? Elle est morte? Comme je vous l'ai dit, la Martinique est complètement dévitalisée, déstructurée, divisée, profondément éclatée. Et je crois, et je l'ai dit justement lorsque j'ai inauguré ce site Renaissance, il convient maintenant de repartir, de faire la Martinique se retrouver, renaître avec des principes et des valeurs intangibles qui sont l'humanisme, la réconciliation, les valeurs, puisque nous sommes tous différents. Je ne pense sûrement pas, peut-être pas comme vous, peut-être pas comme Joanne, peut-être pas comme Valentin, mais ce qui nous rapproche là déjà, c'est que nous sommes des Antillais-Guyanais, nous sommes des ultramarins, que nous nous intéressons à nos îles, à nos outre-mer, parce qu'il n'y a pas qu'un seul outre-mer, et que nous devons savoir d'où on est, d'où on vient et où on veut aller, et comment on peut y aller ensemble, non pas divisés. Nous avons des grands défis devant nous. Transition écologique, question de l'eau, question pandémie. Nous sommes affectés par le monde entier. Comment nous, petite Martinique, nous allons arriver à faire face à nos défis? Donc, aujourd'hui, très humblement, je dis, bon, écoutez,
vu l'état de dévitalisation de la Martinique, Johan a dit tout à l'heure, j'ai trouvé la Martinique assez sombre, assez pessimiste. Eh bien, c'est un point de vue que je partage avec lui et nous pouvons nous mettre autour d'une table, même cassée, et se dire comment on va la reconstruire. Et il appartient à la jeunesse de venir avec ses idées et de faire peuple. Vous invitez la jeunesse à vous rejoindre, c'est ça? La jeunesse et toutes les bonnes volontés. La Martinique est diverse et fort heureusement. Parce que moi, je pense que si nous tous, nous pensons la même chose, c'est que nous ne pensons rien. C'est un parti politique. Est-ce que c'est un parti politique? Renaissance Martinique, pour l'instant, c'est un rassemblement de toutes les bonnes volontés qui veulent travailler à cette renaissance. Le temps de l'incarnation n'est pas encore arrivé. Le temps est pour l'instant de construire un nouveau projet humaniste, républicain, pour tenter, que ce soit avec les politiques, que ce soit avec la société civile, mais que nous ayons un vrai élan de gens qui ne pensent peut-être pas, qui n'ont pas les mêmes idées, mais nous avons les mêmes valeurs. Donc, essayons de nous appuyer sur ce qui est intangible, c'est nous, ce que nous partageons pour construire demain. Merci. Max Orville, dernière question. Est-ce que vous serez candidat à la collectivité territoriale de la Martinique? Est-ce que cette renaissance, cette incarnation arrivera pour une candidature? C'est trop tôt pour le dire. On dirait que Johan veut répondre à votre place. C'est bizarre. Je sens que vous avez une petite équipe ensemble. C'est trop tôt. En ce qui me concerne, en ce qui me concerne ou à Johan que vous posez la question? Vous. Non, c'est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, comme je vous ai dit, le temps de l'incarnation d'une candidature et d'un projet n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, notre volonté, ma volonté, c'est de réconcilier les Martiniquais pour qu'ils retrouvent espoir dans l'avenir. Est-ce que Renaissance Martinique serait prêt à travailler avec la droite martiniquaise? Mais la Renaissance a vocation à travailler avec tout le monde. À travailler avec tout le monde. C'est le en même temps martiniquais, c'est ça? Ce n'est pas le en même temps, c'est que on est petit, l'union fait la force. Donc, il faut qu'on soit tous ensemble pour que nous puissions affronter les défis du 21e siècle que la Martinique aura immanquablement à affronter. La question de l'eau, la question de la montée des eaux, la question de la baisse démographique, la question du départ des jeunes qui ne reviennent pas, la formation des jeunes, la lutte contre l'insécurité, bref, des tas de chantiers que nous ne pourrons affronter que collectivement. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. D'accord. Donc, une candidature qui se mûrit, on va dire ça ainsi. C'est un peu ça. Je vais vous tourner en bourrique en vous disant, s'il y a un jeune qui a cette vision à laquelle je crois, eh bien, je laisserai la place. D'accord. Vous allez laisser la place aux jeunes, peut-être à Johan Godou. Johan Godou, vous m'avez devancé. Quel est votre problème avec la Martinique? On dirait qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, c'est qu'il y a des priorités. Il y a des priorités. Aujourd'hui, la priorité, c'est mon travail, c'est ma famille. Ce n'est plus les Martiniquais, Johan Godou. Vous pouvez l'affirmer ce soir que votre priorité n'est plus le peuple martiniquais. Aujourd'hui, ce soir, sous Clamaria TV. Je suis parti il y a que 2 ans. Laissez-moi respirer un petit peu. Il faut que je fasse ma vie quand même. J'ai un travail, j'ai une famille, je construis tout ça. Et quand je reviendrai. Pour l'instant, je suis parti il y a à peine 2 ans. Donc, j'ai une carrière à faire. Donc, du coup, on verra dans les années à venir pour mon retour. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. D'accord. Pas de retour pour la Martinique, pas de candidature, pas de soutien, peut-être un soutien à distance de Max Orville, de la droite martiniquaise. Est-ce que vous serez prêt à soutenir la droite martiniquaise aux futures élections de la collectivité territoriale de la Martinique? Alors, il faut déjà qu'elle soit candidate pour commencer. Et puis, il faut déjà aussi qu'on puisse définir qu'est-ce que la droite martiniquaise. Parce que si vous regardez bien ce qui s'est passé lors des élections de 2015, avec tous les rassemblements qu'il y a, ce n'est pas sûr qu'aux élections de 2021, il y aura cette conception de gauche et de droite. Donc, du coup, elle n'existe plus, la droite martiniquaise, aujourd'hui?
J'ai dit que vu les rassemblements qu'il y a depuis 2015, on ne sait pas si en 2021, il y aura toujours la conception de droite et de gauche. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup d'union de toutes ces composantes dans différentes listes. Donc, ce sera à voir en fonction des projets qui seront proposés. Et si, j'insiste, si Oui. Yann Monplaisir se présente à la tête de la collectivité territoriale de la Martinique, vous serez prêt à le soutenir ouvertement devant tous? Vous qui avez été vous avez fait partie de la droite martiniquaise? Je n'ai pas de souci avec Yann Monplaisir, hein, ni Raph Monplaisir, ni personne. Après, il faut voir qui. Vous vous entendez avec tout le monde? Alors, bon, je discute avec tout le monde, j'échange avec tout le monde. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout le monde. D'accord. OK, je ne vais pas insister encore plus. Je sens qu'aujourd'hui, on m'a dit de ne pas insister aujourd'hui. Je pense que tout le monde s'est dit, on ne parlera pas trop, on pensera de leur respect. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir participé à ce débat. Il y a eu énormément de commentaires. Alors, on a demandé qu'est-ce qu'était la jeunesse, il faut avoir confiance en soi. Donc, voilà, énormément de commentaires. Il y en a qui étaient d'accord avec Max Orville, avec l'ensemble des invités. Donc, voilà, ça a discuté, ça a débattu. On est là pour ça, Clamaria TV est là pour ça. En tout cas, merci Joanne Godou d'avoir accepté mon invitation. Merci Max Orville. On va suivre s'il y a une alliance entre vous pour que cette Martinique avance, sorte de cette, comment dire, elle est un peu dans l'obscurité. Peut-être qu'il faudrait qu'elle retrouve elle est dans une certaine léthargie. l'état. Notre problématique, en tout cas la mienne, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, c'est même pas le centre. Mon parti, c'est la Martinique. C'est la Martinique. C'est magnifique. On va conclure. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux. Je vous remercie, les téléspectateurs. En tout cas, on se retrouve pour la semaine prochaine. On aura l'intervention du président de la République. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir invités et fait connaître cette télé. Et j'espère que nous aurons l'occasion à l'avenir d'échanger de nouveau. À nouveau, et bien sûr, je prends note. Merci. À la prochaine. Au revoir à tous. Merci, à bientôt. À bientôt, Joanne. À bientôt, Max. À bientôt, Clara.